Ok, c'est parti la bande, nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel. Je suis vraiment content de le recevoir pour introduire cet épisode qui va être épique, j'en suis sûr. Ce que j'aimerais dire, c'est que nous, les sportifs, les combattants, on nous répète toujours qu'il faut travailler plus, qu'il faut faire plus, qu'il faut s'entraîner plus, qu'il faut s'entraîner plus dur, plus fort. Ok, ça on l'a compris, on l'a intégré. Mais si le vrai changement ne commençait pas parce que l'on fait, mais parce que l'on est. C'est ce dont on va parler avec Slim aujourd'hui. Slim, c'est un combattant du cœur et de l'esprit, un guerrier pacifique, un samouraï des temps modernes. Il a une vision vraiment unique qui mélange les arts martiaux, la puissance du mental, du subconscient, la philosophie. On s'est connus en 2022. Slim a été la première personne à qui j'ai demandé de l'aide et qui m'a accompagné pour développer Méditation. Donc c'est une personne très importante pour ce projet-là. Ma première question pour toi, Slim, c'est aujourd'hui, qui est le Slim que j'ai en face de moi, du coup? Oh, ça c'est une bonne question. Déjà, un grand merci Paul de me recevoir. Et t'as vu, c'était pas prévu, mais j'ai fait la coupe du samouraï moderne, tu vois, qui Oh, vient avec l'introduction. C'est parfait. Mais écoute, le slim d'aujourd'hui, c'est une très bonne question. Je te dirais que même par rapport au slim que toi tu as connu, c'est un slim qui est plus apaisé. C'est un slim qui a intégré justement tous les concepts là dont on va parler. Tu as fait mention de certains ouvrages, certaines philosophies, l'impact de la pratique martiale dans ma vie, etc. Je pense que là, à 33 ans, l'âge en plus, pour ceux qui connaîtront, l'âge du Christ, l'âge mhm. du paradis, eh bien, je pense maintenant que j'ai l'impression que tout commence à faire sens et que chaque chose a sa place, tu vois, par rapport à il y a 10 ans où tu es plus dans cette euphorie, justement, si on reprend l'exemple des arts martiaux, c'est les 7 heures d'entraînement par jour en Thaïlande, 6 jours sur 7, tu fais que de buter. Et pareil avec le business, tu sais, quand tu commences et tu lances, tu dois dépenser beaucoup de calories, tu vois, il y a un gros carburant que tu dois mettre. Et là, je suis dans cette phase beaucoup plus douce, beaucoup plus tranquille. Même ça se ressent dans mon mode de vie, dans mes routines. Je laisse beaucoup plus de place à la détente, à explorer aussi d'autres choses. J'ai fait l'expérience récemment aussi d'un retour à des passions d'enfance. Donc je pense que ça, c'est un très bon signe quand tu commences un peu à te calmer et que, évidemment, tu as mis en place certaines choses dans ta vie qui te le permettent. Mais par exemple, moi, c'est la réintroduction de la capoeira. Tu vois, j'ai eu ma phase aussi de vie au Brésil où d'ailleurs j'accompagne aussi certains athlètes à l'UFC, au Glory, etc. Et là, hop, j'ai de nouveau envie de réintégrer ça. Je suis moins dans la partie Muay Thai, par exemple. Je suis plus dans la partie, ouais, acrobatie, art martial dansant, reconnecté aussi avec la musique, la rythmicité. Moins dans la confrontation. Réintroduction aussi d'un autre sport, par exemple, je t'en parle vite fait, le football, mec. Moi, j'en ai fait 11 ans Ah, quand j'étais petit. C'est des années que j'ai pas touché une balle. Je me suis dit que jamais de ma vie je retoucherais une balle en cuir. Et là, je sais pas, le démon revient. Et moi, tout ça, ce sont des signes qui m'indiquent que je suis très très bien. Je suis beaucoup plus tranquille, beaucoup plus chill. Et ça laisse aussi la place, évidemment, aux enfants, à la stabilité, trouver un lieu où se poser. Moi, là, ça fait 10 ans que je voyage, que je vis à l'étranger. On a plein d'expériences comme ça. Et donc là, ouais, je me sens très très bien pour le coup, hmm. beaucoup plus apaisé. Ouais, sérénité. Tu vois, l'émotion de base, je dirais, c'est la sérénité. Ça fait plaisir et on va se servir de ça du coup pour que tu puisses nous transmettre là ce que j'ai envie que tu nous transmettes aujourd'hui et que tu transmettes à celles et ceux qui nous écoutent, qui donc, comme tu le sais, pour la plupart sont des combattants, des combattantes, notamment de jiu-jitsu brésilien, mais aussi judo, MMA, boxe, et qui s'intéressent au mental, à la puissance du mental, à ce qu'il y a à l'intérieur, dans la tête, dans le cœur, et qui fait de nous ces combattants aussi. On va parler d'identité, on va parler de shift interne, d'émotion, on va parler de One Piece. J'aimerais qu'on Ouais, aborde ce sujet-là aussi. évidemment, évidemment. Pour commencer, pour poser la base, il y a ce truc dont tu parles souvent et j'aimerais que tu nous expliques, c'est être avant faire. Et donc ce piège dont je vois beaucoup de gens tomber, c'est je serai heureux quand, je serai champion quand, je serai Hmm. confiant quand. Pourquoi la plupart des combattants, des gens, construisent leur identité sur le résultat? Pourquoi ça c'est dangereux? Et pourquoi du coup on peut perdre un combat avant même qu'il ait commencé quand on est dans cet état d'esprit-là? Le premier truc, tu vois, qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que moi aujourd'hui, je partage beaucoup de choses sur cette thématique
Donc oui, changement d'identité, création de réalité, manifestation, etc. Mais de base, la manière dont moi j'ai été introduit à ces thématiques, c'est purement dans l'optique de performance athlétique, notamment Mhm. dans les sports de combat. Moi, je viens Mhm. pas du tout du monde, ni même des neurosciences, ni de la prépa mentale, ni de la science du cerveau. Donc même les sciences cognitives et comportementales, moi, je les ai apprises, on va dire, bien plus tard. Mais le point de départ, c'était comment je gagne, comment j'ai beaucoup plus de succès et de performance. Et ça, c'est très important de le mentionner dans un podcast où je pense que la majorité des auditeurs et des visionneurs vont être dans cet aspect martial. Moi, j'ai envie de démystifier ce truc-là et d'enlever peut-être une couche de culpabilité ou de honte qui peut rester là-dessus. Moi, je pense que c'est extrêmement sain de vouloir gagner, de Mhm. vouloir performer et d'adorer la compétition. Moi, c'est le monde duquel je viens. J'ai jamais fait de sport santé, ça a toujours été sport compète, etc. Et je vous assure, c'est génial. Même si autour de vous, les gens vous disent de vous calmer, que c'est pas comme ça, que tu vas pas être heureux comme ça n'a rien à voir avec le bonheur, d'accord? Donc, Mhm. l'aspect compétition et accomplissement, dépassement de soi et obtenir des titres et obtenir des expériences de vie incroyables, moi, je vous la recommande. Et c'est vrai que pour cet aspect-là, et c'est ce dont on va parler, il y a un changement de paradigme à opérer. Il y a une paire de lunettes à avoir sur la vie, la relation qu'on a avec sa pratique physique, mais aussi la relation qu'on a avec son corps, avec ses ambitions et donc par extension les relations, qui est radicalement différente de la manière normale de penser. La manière Mhm. normale classique de penser, qui mène de toute façon à la médiocrité, hein, parce que c'est ce qu'on voit autour de nous, c'est un conditionnement qui n'a pas été de notre choix. En fait, c'est l'école qui nous l'apprend, nos parents, c'est le cercle social duquel on vient, dans lequel on te dit, écoute, fais des efforts. Il y a quelqu'un d'autre, une autorité externe qui va te donner une note, et cette note, elle est censée te donner l'émotion que toi tu recherches, la forme de validation ou d'estime de soi ou d'appréciation de soi. Sauf que l'entièreté de la nature, elle fonctionne pas comme ça. Et nous, notre nature en tant qu'être humain, ce n'est pas celle-ci. On a une nature de création. Tout comme un enfant, il imagine d'abord quelque chose, ensuite il se met en action dans le monde et par son action, par son mouvement, eh bien, il arrive à transformer ce qui était invisible et le mettre au visible. Il n'y a rien d'ésotérique à ça. Ça, vous pouvez aller faire vos recherches purement dans les neurosciences, tu vois. C'est le cerveau comme outil de prédiction et le cerveau qui permet d'appréhender le monde grâce à l'énaction, grâce à la mise en mouvement. Donc, on n'est même pas obligé d'aller dans une forme, tu vois, d'ésotérisme, etc. Mhm. C'est mécanique. Tu vois, moi, l'expérience de vie humaine, elle est purement mécanique. Il y a d'abord le plan mental, qui est le plan des causes. Donc, moi, ce que j'imagine intensément. Et ensuite, le plan physique, ce que j'expérimente, qui est le plan des conséquences. Donc, un artiste martial, un compétiteur, un boxeur, le judoka, peu importe, lui, il est dans une dynamique, s'il est professionnel, par exemple, de camp d'entraînement, performance, camp d'entraînement, performance, camp d'entraînement, performance. Il a certains objectifs, court, moyen, long terme, et il a peut-être une vision globale ou une vision très long terme de l'expérience qu'il a envie de vivre. Peut-être il se voit aller à l'UFC, peut-être il se voit être un gars au One, peut-être il se voit être un champion du Glory, peu importe. Cette vision-là, c'est la partie, l'imagination de l'enfant, c'est ce que moi je vois avant euh, de l'expérimenter. Tu vois, c'est la chose à laquelle j'ai envie de croire avant de la voir, la toucher, la sentir, etc. Être constamment dans j'imagine ça, je le visualise, je le nourris, et ensuite, grâce à cette émotion, je passe à l'action, je garde ma discipline, je fais peut-être un peu plus d'efforts que mes compétiteurs, etc. Voilà le processus. Il n'y en a pas d'autre en vérité. Il n'y en a aucun autre. Donc lorsque toi tu poses la question de euh, ceux qui vont être obsédés par d'abord faire les actions avant de fixer cette chose-là, c'est-à-dire la cible, où est-ce que moi je vais dans ta vie, dans la vie, quelle est cette scène que j'ai envie d'expérimenter, quelle est la chose que j'ai envie de matérialiser, etc. En fait, eux sont à contre-courant. Il n'y a de toute façon une seule direction, un seul sens, qui est celui de la causalité. D'abord de mon plan mental, ensuite dans le plan physique. À chaque fois que moi je regarde la matière autour de moi, je regarde les événements, les circonstances, les opportunités, les rencontres, etc., et que je pense que ces événements sont la cause, exactement ce que tu as décrit, je ne suis pas encore champion, je le vois ça. Donc je me sens mal, je me sens insuffisant, je ne me sens pas avoir confiance. Là, la direction, elle est opposée à l'ordre naturel. L'ordre naturel, c'est je d'abord, je le conçois dans ma tête, je l'imagine,
J'y associe une conviction émotionnelle, donc cette fameuse charge émotionnelle, on peut parler de fréquence, ou bien simplement dans les neurosciences, on appelle ça un état interne dominant. Cet état interne dominant, c'est lui qui me pousse à agir dans le monde. C'est dans ce sens-là. Donc si aujourd'hui, moi je suis un boxeur amateur, j'ai pas encore ma licence pro, j'ai pas encore ma carrière pro, et je dis à tous mes potes, mais c'est sûr les gars, je vais aller au JO. C'est sûr, dans ma tête c'est déjà fait, et que j'ai aucune preuve autour de moi, et que même pendant que je dis ça, il s'avère que je me blesse. Il s'avère que j'étais censé avoir un premier combat pro et il a été annulé au dernier moment. Ces événements ne sont en rien des causes. Ces événements sont des conséquences d'une précédente identité. Ce que moi, avant, je pensais. Peut-être que là, avant d'avoir cette confiance en moi que j'ai développée grâce à ce contrôle émotionnel, ce contrôle de mon état interne dominant et ma clarté dans ma vision, peut-être qu'avant, j'avais pas confiance en moi. Eh bien, cet état-là, il a produit quoi dans la matière avec un décalage? Des opportunités manquées, des rencontres, des trahisons, des blessures, des fois physiques, à un changement de dernière minute, une facture imprévue. Tu vois, tous ces événements que nous, on catégorise tous comme « Oh, c'est la vie qui me tombe dessus ». Non, c'est pas la vie qui te tombe dessus. C'est la conséquence de toi qui tu étais. Et donc, si moi j'arrive à, par un entraînement quotidien, mettre toute mon attention sur la direction, la cible que moi j'ai envie d'expérimenter, et y associer par un entraînement, toujours la même chose, une charge émotionnelle et une conviction émotionnelle, inévitablement, que ça arrive dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années, je vais obtenir le résultat. Donc, c'est en ce sens que faire plus d'actions n'est pas toujours le bon réflexe. Parce que faire des actions depuis un état émotionnel dans lequel tu n'y crois pas, ça ne marche pas. Je te mets au défi d'aller demain à ta séance de JJB en te disant « c'est sûr que je vais me blesser ». Et tu as tous les matins, tu dis « ah mais c'est sûr que je vais me blesser ». Regarde ce qui va se passer. Va à ta séance de boxe en disant « ah vas-y mec, jamais je pourrais battre ce gars en sparring, jamais, jamais, jamais ». Et là tu vas voir. Et même encore pire, va à ta séance de MMA après avoir subi un deuil dans ta famille. Cet état interne dominant, l'émotion de regret, de culpabilité, de remords, de deuil, de tristesse, de je me suis senti trahi, etc. C'est ça qui te pousse à agir dans le monde. Donc, même si tu te forces à faire les choses, au bout d'un moment, il y aura un mécanisme de sabotage. Au bout d'un moment, il y aura une punition. Tu vois, il y aura la blessure. Il y aura encore, je répète ce même schéma où j'ai 2-3 combats et ça se passe bien. Et là, boum, je retombe à zéro parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Ou je dois rentrer en France, je peux plus rester en Corée ou quoi que ce soit. Ces événements-là, mec, c'est pas mystique. C'est pas le karma. C'est pas une force extérieure qui te joue des tours. Non, c'est une émanation de qui tu es. Il y a toujours un décalage. Et c'est là la différence, tu vois, entre un mec qui va être champion de l'UFC et celui qui va pas l'être. C'est que le mec qui est champion de l'UFC, sur une journée entière, 80% du temps, il arrive à maintenir un état émotionnel interne, dominant, beaucoup plus enthousiaste que toi, beaucoup plus positif. Face à des difficultés, lui, il croit davantage. Et pour tous les combattants qui consomment YouTube et Insta, vous le voyez en permanence. Regardez toutes les vidéos de McGregor qui parlent de la loi de l'attraction, toutes les vidéos d'un John Jones, d'un Georges Saint-Pierre, d'un Adesanya qui te dit « je savais avant que ça arrive ». Même récemment, d'un Ilia Topuria. Ilia Topuria, c'est le champion de la manifestation. C'est le maître de l'état interne. Il se dit, indépendamment de tout ce qui se passe autour de moi, il n'y a aucun événement extérieur qui va pouvoir me faire changer, moi, ce que j'ai à l'intérieur. Et ça, c'est une des lois de l'hermétisme. As within, so without. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur va de toute façon se refléter à l'extérieur. Parce que l'univers, il est comme ça. C'est un miroir. Et donc, nous, on a beaucoup, beaucoup d'indices, je te dirais, dans les arts martiaux, beaucoup, beaucoup de preuves que cette réalité, en vérité, on en est le souverain. Tu vois, bien plus que dans d'autres sports, où peut-être ils sont un peu plus timides à parler de ça, ils sont un peu plus discrets. Tu vois, moi, j'ai eu aussi une aventure dans la danse, notamment, dans la gymnastique, dans le football. Il y a peu de gens qui parlent de ça. Mais dans les sports de combat, tout le monde est connecté, tu vois. Tout le monde ça parle de Miyamoto Musashi, ça parle de Jésus, il y a tout le temps des trucs de ouf. Moi, j'ai vécu en Thaïlande, au Japon, au Brésil. Tu as des grosses nations martiales. Il y a que ça. Tout le monde parle de ce lien-là. Un peu et au cœur du... Exactement. C'est dans toutes les philosophies et c'est pour ça qu'un art martial, il y a à la fois la dimension physique et il y a la dimension philosophique. Tu vois. Ce qui d'ailleurs est le blocage du MMA qui n'est pas un art martial. Vu qu'il n'y a rien pour l'instant, c'est beaucoup trop jeune. Et il y a pas on n'a pas insufflé quelque chose, tu vois, d'intangible. Un lien entre
croyances internes et ce que je vais faire dans la matière. Donc, pour rassembler les wagons et répondre à ta question d'une traite, le faire depuis un état émotionnel, depuis une croyance qui est, on va dire, de basse fréquence, c'est-à-dire que tu n'y crois pas assez, tu n'as pas une conviction émotionnelle, tu n'as pas cette confiance de base, ça va jamais aboutir au résultat. Et voilà pourquoi faire beaucoup d'actions, se buter à l'entraînement, dans l'espoir d'avoir des résultats, pour que ces résultats viennent confirmer et te donner la preuve que tu devrais avoir confiance en toi, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut d'abord avoir confiance en toi. Donc, il faut se la donner tout seul. C'est ça que beaucoup de gens ont du mal à faire. C'est il faut être complètement fou dans sa tête. Il faut être dans une désillusion. Il faut dire, moi, j'ai confiance. Il y a personne qui me l'a donné. C'est moi qui me la donne. J'ai pas besoin de preuves dans la matière pour avoir confiance. C'est un choix. Une émotion, on l'a choisie. L'émotion, c'est emovere en latin, c'est ce qui met en mouvement. Donc moi, je préfère me lever le matin en me disant, je suis une machine de guerre. Parce qu'en me disant ça, je vais aller à l'entraînement et je vais tout arracher. Là aussi, je me lève le matin en me disant, j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui à l'entraînement, je vais me faire déboîter. Tu vois? Donc, dans un sport qui a des grosses conséquences physiques notamment, des gros dommages potentiels, t'as pas intérêt à y aller en serrant les fesses, tu vois. Vaut mieux y aller en disant, c'est sûr que c'est chez moi ici, que je domine tout. Parce que cet état interne va te pousser à agir d'une certaine manière. Ça peut être un peu plus ponctuel. Ça peut être dans des détails, hein, un peu plus ponctuel. T'intéresser plutôt à la mobilité, faire attention plutôt que les autres à la nutrition et te donner ces petits avantages compétitifs. Ça va aussi te permettre, dans une séance de prépa physique, quand le chronomètre arrive à 3, 2, 1, toi, tu te donnes 2 secondes en plus, tu vois, pour encore envoyer un dernier coup, tu vois. Et ces actions-là, microscopiques, l'effet cumulé sur des années, te donne cet avantage compétitif, te donne cette sensation de domination complète. Et personne ne peut me battre. Et donc, on commence d'abord par un ensemble de croyances auxquelles on associe une émotion. C'est ça qu'on appelle l'identité. Je suis un champion. Donc, je suis ponctuel, je m'entraîne tôt, je fais ma mobilité, je fais ma respiration, je fais mon froid, je fais 6 heures d'entraînement par jour. Conséquence, j'ai les résultats du champion. Et ces résultats, dans la matière, les preuves, elles viennent justifier un état qui existait déjà. Ouais. Moi, j'attends pas de gagner pour me sentir être un gagnant. Je me sens gagnant. Ensuite, j'agis comme un gagnant. Donc, je deviens un gagnant. Et c'est là où cette mentalité et cette direction-là, tu vois, ce sens-là, il te permet, même lorsque tu es confronté à des événements contraires, je me sens comme un gagnant, j'agis comme un gagnant, et malgré ça, j'ai perdu, de pas te remettre en question toute ta life. Et dire, non, gars, c'est pas grave. C'est juste un blip dans l'univers, un clignement d'œil. Sur mes 85 années de vie, c'est rien du tout ce moment-là. Donc, immédiatement, je retourne au drawing board. C'est ce que tu vois dans les interviews de certains combattants où, à la sortie de leur combat, les mecs, ils viennent de se prendre un étranglement arrière. Ils te disent direct, ouais, je vois ce que j'ai fait. Non, là, j'ai merdé. C'est pas grave, lundi, je retourne à l'entraînement. C'est pas du blabla positif, c'est pas du développement personnel. C'est exactement le mindset qu'ils ont. Ils se disent, ils ne voient pas ça comme un moment catastrophe. Et ce moment-là n'indique en rien qu'ils vont baisser leur estime d'eux-mêmes. Non, ils vont toujours se voir comme un champion. Ils se disent juste, mais aujourd'hui, j'ai perdu. Et alors? Ouais. Ils le sont déjà et n'ont pas besoin d'une preuve extérieure pour le confirmer à eux-mêmes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en préparation mentale, on sait qu'un des facteurs numéro 1 de contre-performance, c'est la peur de l'enjeu, la peur de perdre, la question du résultat. Et quand tu abordes les choses dans cet état d'esprit, dans cette identité-là que tu décris, t'as plus aucune attente vis-à-vis de ça, vu que tu l'es déjà de toute façon, intérieurement. Ça te libère aussi de ce poids-là, quoi. C'est extrêmement libérateur et c'est, de toute façon, là on parle des arts martiaux, mais c'est applicable au reste de la vie, c'est supposer le résultat que je recherche comme déjà bien. Voilà. Et si moi, j'aborde la vie, j'aborde ma compétition sportive, j'aborde ma carrière dans les sports de combat, en présupposant de base que moi je gagne, en présupposant de base que je suis déjà à l'UFC, champion ou j'en sais rien, en présupposant de base que, je sais pas, mes 3 années ou mes 5 années de carrière en Thaïlande vont de toute façon bien se passer, l'entièreté des micro-décisions que je prends dans la journée, mon état interne, ma faculté même de récupération, et même, je te dirais, ma possibilité de prêter attention à des opportunités qui, de toute façon, existent, mais auxquelles je n'aurais pas pu prêter attention sans cet état. Pourquoi ? À la base de notre cerveau, on a une zone qui s'appelle le système d'activation réticulaire. C'est littéralement le filtre de la réalité. Toi et moi, Paul, on ne perçoit pas le monde de la même manière. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, imagine-le comme un système d'exploitation d'un ordinateur, il n'a pas les mêmes instructions. Si moi je me lève le matin et je me dis « je suis un champion de boxe »,
et que toi, tu te dis, je ne mérite pas de vivre de la boxe, j'aurai toujours un métier à côté. Notre système d'activation réticulaire, même face au même événement, nous, on va pas piocher les mêmes informations. Exemple, on va tous les deux dans la même salle. Ce jour-là, dans la salle, il y a un promoteur de boxe. Comme toi, tu n'y crois pas, alors que moi, j'y crois à la possibilité de vivre de ça, moi, je vais aller lui parler. Pas toi. Mhm. Tu vas dire, ah, mais non, ça n'existe pas, c'est que dans les films. Et voilà. Et ça, et je te dirais même que peut-être tu le vois même pas dans la salle. Tu Mhm. vois? Parce que ce système d'activation réticulaire, littéralement, tu sais, même le champ visuel, tu vois, il est extrêmement réduit, celui de l'être humain, par rapport même à un lapin, un chien, un oiseau, Mhm. etc. Pourquoi est-ce qu'on ne capte pas vraiment toute la réalité? On n'en a qu'une perception. Et cette perception, elle est imbibée par cet état interne dominant. Donc, toutes les croyances que l'on a et les convictions émotionnelles. À quel point on y croit, c'est ça qui est important. Et c'est là où un gars, par exemple, que toi, tu as en préparation mentale, qui te dit, moi, je ne crois pas que ça soit possible pour moi d'aller à l'UFC. Mais je t'assure, gars, il n'existe aucune force dans l'univers qui va pouvoir l'aider à changer d'avis. On ne peut pas changer quelqu'un qui, lui, ne veut pas changer ses croyances, tu vois. Donc, le point de départ, il est mental. La réalité, elle est mentale. Ça, c'est loi numéro 1 de l'hermétisme. Et c'est évidemment ce que les neurosciences confirment maintenant. C'est que c'est vraiment mental. Ça ne veut pas dire que tout est dans ta tête. Évidemment que la guerre à Gaza, elle n'est pas dans ma tête. Ça existe bien. Mais par contre, l'ensemble de ce que moi j'accepte comme vrai, toutes les croyances qui existent dans le monde, moi, en vérité, j'en fais une sélection. Et c'est là où, moi, j'invite toujours les gens à une responsabilisation totale. Tu peux pas me dire que, ouais, mais c'est comme ça. Ah, mais tu sais, moi, je suis né, fils d'immigrés, t'as vu dans les quartiers, on croit. Mais je m'en bats la race, en fait. Au bout d'un moment, responsabilise-toi et dis-toi, est-ce que ces croyances, peu importe d'où je les tiens, c'est pas important, mais est-ce qu'elles me servent à avancer dans la vie? Si c'est non, dégage-les, remplace-les. Et ça peut se faire du jour au lendemain. La bascule, elle est instantanée. Ensuite, l'entraînement et croire, lui, prend du temps. Mais un gars qui est en préparation mentale, par exemple, et qui a vraiment du mal, tu vois, à gérer sa peur de perdre, sa peur d'échouer, il est toujours dans une recherche de validation extérieure, il pense que c'est catastrophique, il pense que... Mon gars, ça, mais même si tu lui fais la meilleure prépa physique, la meilleure récupération, la meilleure nutrition, il n'y a rien qui va bien se passer. Parce que tu ne peux pas dépasser ton identité. Tu ne peux pas vaincre ta fréquence. C'est elle qui est le métronome, le chef d'orchestre de ta réalité. Tu ne peux pas vaincre ta biologie. Là, le système d'activation réticulaire, gars, tu ne peux pas l'éteindre. Donc, si toi, tu te couches avec des pensées de je doute, tu te lèves le matin avec des pensées de je doute, même quand tu vas voir ton coach qui, lui, te motive, lui, ça reste un élément extérieur. Si toi, tu n'arrives pas à te le donner en permanence tout seul, ça ne marche pas. Et ton carburant va s'épuiser. Et c'est là où on voit beaucoup de combattants avec des mécanismes d'auto-sabotage, avec des mecs qui, par exemple, ils font un camp d'entraînement excellent. La semaine juste avant la sèche, le mec, il va en soirée. Tu dis, cousin, tu cherches vraiment la merde. Mais même lui, il va te dire, j'y peux rien. C'est vrai, il y peut rien, c'est son identité. Comme il ne croit pas possible et il n'arrive pas encore, il n'a pas une identité même pour gérer le succès potentiel. Il se dit, je ne mérite pas encore, tu vois. Je dois d'abord souffrir davantage. C'est tout un ensemble de croyances qui vont faire que, au pied du sommet, tu vois, il est devant le truc, il va trouver un moyen léger de s'auto-saboter. Ça va être le dernier jour avant le combat. Je sais pas, j'ai joué un peu à FIFA un peu trop longtemps, je me suis Et couché à même, minuit. j'en ai vu un dans la dernière minute du combat. Mais Ça peut être frérot, ça. Je mène tout le combat et la dernière minute, exactement. je laisse une position, quoi. Exactement. Ça peut être C'est... dans le combat, ça peut être la veille, ça peut être le moment. Il y a plein de choses. Et on l'a tous vécu. Moi, mon gars, j'étais le champion à 22 ans, tu vois, je boxais au Japon. J'étais le champion de, je vais m'enfiler 2 pizzas avant un combat, tu vois. Ouais, allez. Ou je vais sortir 3 jours avant, mec. Je vais sortir genre en boîte et tout. Mhm. Allez, c'est Mhm. parti. Non, mais c'est des trucs que plus tard, t'apprends et on n'a pas tous, euh, évidemment, je sais pas, les bonnes références, les mentors, etc. C'est sûr, donc il y a pas de mal. Mais c'est un truc qu'il faut accepter. De Mhm. je mange clean, et pile le moment où, je sais pas, j'ai une mauvaise nouvelle, où il se passe un truc avec ma meuf, etc. Et que Mhm. ça me met une émotion un peu de frustration et eh ben, je vais aller me défouler dans la bouffe, tu vois. Là, je descends, je vais au 7-Eleven de Thaïlande et je me mange 3 paquets de chips, tu vois. Mhm. Pourquoi? Mais c'est ça, c'est ce truc-là. J'ai pas encore dominion sur mon état interne. Mhm. Donc, à ce stade-là de ton aventure martiale et en tant que compétiteur, il faut arrêter de chercher les choses externes, tu vois. Il n'y a aucune routine, il n'y a aucun exercice qui va t'aider. Il faut vraiment accepter ce truc-là, faire un point en se disant, en fait, c'est quoi l'ensemble, moi, de mes croyances et où est-ce que je vais aller? Et la version de moi qui a le résultat que je veux, elle ressent quoi? Elle Mhm. pense comment? C'est lui que je dois copier.
C'est lui Ouais. que je dois émuler. Je C'est là où dois. je voulais en venir et te Ouais. demander concrètement, du coup, si on reprend l'exemple du boxeur amateur qui veut devenir professionnel, ou voilà, du compétiteur de jiu-jitsu brésilien qui veut progresser, arriver à avoir, réussir ses ambitions, etc. Ce qu'il faudrait qu'il fasse concrètement, c'est se projeter dans cette vision, dans ce futur lui, en fait, ce champion, on va dire, et s'interroger de, OK, comment lui y penserait? Qu'est-ce qu'il ressentirait? Quelle décision il prendrait? C'est ça? Ouais, moi je ferais juste attention à un seul mot. J'utiliserai pas le Mmh. mot de projection parce que pour OK. moi en tout cas, il implique de Une la logique séparation. positionnelle. Il implique exactement séparation avec l'objectif. OK. Là où le visualiser comme déjà tien, l'objet de tes désirs, il n'est pas séparé de toi, c'est toi. Donc tu l'es déjà. Et c'est Ouais. là où, alors philosophiquement ou comme un entraînement, tu pourrais t'imaginer, ok, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense, etc. Mais en fait, le but, c'est même pas de se poser la question. Le but, c'est littéralement de l'incarner, de le De l'être, ressentir. ouais, Donc, OK. on est, notre subconscient, il fonctionne comme un missile à tête chercheuse. Quand tu lui donnes des instructions, son seul objectif dans la vie, c'est de trouver de la cohérence entre ce à quoi tu penses et ce sur quoi tu mets ton attention et ce que tu crois avec le réel. Donc, en vérité, t'as pas à t'en faire. Il va se démerder pour te donner ces opportunités, etc., et te les faire voir, comme on l'a dit, grâce au système d'activation réticulaire. Donc, en vérité, moi, ce sur quoi je dois me concentrer, c'est la nourriture que je lui donne. Et la nourriture, notre cerveau, il est à la fois visuel, mais comme tu l'as très bien dit, je crois, dans ton intro, tu parlais du mental et regarde, par réflexe, tu fais ça avec ton doigt. Tu Mmh. mentionnes le cerveau. Moi, je Ouais. t'inviterais, même si tu l'as fait juste après, tu as mentionné le mot d'émotion. En fait, le mental, il est là. Mmh. Le mental, c'est le cœur. Et Mmh. même biologiquement, le champ, tu vois, électromagnétique du cœur, le Thor, ce fameux donut, tu vois, du champ magnétique, il est, je crois, 5000 ou 10 000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ça veut dire que toi, même ta capacité à connecter avec d'autres êtres humains, etc., ça passe par le cœur. Et Mmh. donc, la possibilité d'attraction dans ta vie, c'est le cœur. Là où le cerveau, le mental, lui, ça va être pousser les informations, tu vois. Voilà ce à quoi je pense, voilà où je mets mon attention, etc. Mais en vérité, c'est le cœur. Donc, techniquement, le mental, c'est le cœur, en vérité. Tu vois, c'est pas ton cerveau. Ton cerveau, c'est les pensées que tu as. Mmh. Et pour cet individu qui veut, lui, cette nouvelle réalité, dans laquelle il est champion, dans laquelle il a son job professionnel, en vérité, ce qu'il lui faut, c'est deux éléments. Numéro un, une vision extrêmement spécifique. Tu ne peux pas laisser la place au doute ou quelque chose de vague. Exemple, je me vois être champion de Muay Thai. Qu'est-ce que ça veut dire? Champion de quoi? Champion de France, champion d'Europe, champion du monde? Dans quelle catégorie de poids? Dans quel pays? À quoi ça ressemble concrètement? Combien tu gagnes par combat? Comment ça se passe? Etc., etc. Il faut un niveau de détail qui est exceptionnel. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de détails, par défaut, ton système nerveux, il va toujours te ramener à ce que tu tolères le plus bas. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir juste après, mais on l'a déjà mentionné, en fait, émotionnellement, une émotion d'apaisement, c'est ce que toi, tu connais déjà. Ta fameuse zone de confort. Pourquoi on s'y ramène? C'est parce que c'est le connu. C'est même pas une zone de confort. Le mot, pour moi, il est un peu mal choisi. C'est pas que c'est confortable. C'est juste que c'est connu. Ce qui est connu, il est certain. Ce qui est certain, ça veut dire que pour ton cerveau, il est prédictible. Et lui, le cerveau, il veut pas dépenser de la calorie inutilement. Donc, si entre la prédiction et ce qui se passe dans la vraie vie, j'ai un delta, un différentiel qui est tout petit, ben moi, ça me rassure. Voilà pourquoi tu restes dans des boucles indéfiniment. Voilà pourquoi c'est dur pour un fumeur d'arrêter de fumer. Parce que lui, il prédit qu'il va fumer, et en plus, il fume, et ben voilà, on dépense moins de calories. Donc hop, l'organisme, il est tranquille, il survit bien. Nous, ce qu'on veut faire, c'est réduire ce gap au maximum. Et donc, dans ta définition, tu veux mettre ton standard le plus bas comme étant en fait la cible. Tu vois, si tu te dis, moi, je veux être champion du monde, poids léger, en boxe, je sais pas moi, au Rising ou je sais pas, au One, à Singapour, tu vois. En fait, là, maintenant, ça devient mon standard le plus bas. Donc, je prends pas en dessous de ça. Et comment ça va se traduire dans la matière? Eh bien, quand on m'offre une opportunité qui est champion du monde, machin, machin, mais sauf que c'est pas au One, je la refuse. Moi, c'est ça le minimum. C'est comme avec un salaire. Dire je veux gagner entre 2000 et 10 000 euros, tu vas toujours gagner de 2000 euros. Par contre, dire je gagne 10 000 euros, c'est le strict minimum. Donc maintenant, ton subconscient, il va chercher que des informations qui vont venir être cohérents avec ça. Ton subconscient, il s'en fout si c'est moral, si c'est juste, si c'est bon, si c'est mauvais. Il ne cherche pas le bonheur.
Il ne cherche même pas la vérité, il cherche la cohérence. Quelqu'un qui pense qu'il est mauvais combattant, tu vas toujours avoir de la cohérence dans ton monde. Tu vas avoir des preuves. Quelqu'un qui pense que il va potentiellement se blesser, il va se blesser. Quelqu'un qui pense qu'il mérite pas d'y arriver, il y arrivera jamais. C'est comme ça. Ça, c'est le premier élément. La vision extrêmement spécifique. Vraiment la cible, mais à un niveau de spécificité, j'insiste dessus parce que il y a plein de gens qui vont dire, OK, j'ai capté. Frérot, t'as pas capté. Plus précis. Et le deuxième élément, moi, si je fais une loi de Pareto, je dirais 20% la cible, la vision claire. Et là, le 80%, il faut que ça vienne du cœur, c'est-à-dire l'émotion. On doit y associer une conviction émotionnelle, c'est-à-dire un niveau de croyance absolue. Et voilà pourquoi, lors de son travail interne, qui peut prendre la forme d'une visualisation, tout simplement, donc une méditation, pour certains, ça peut être mantra, affirmation, ce que vous voulez. Moi, j'aime la visualisation parce que c'est le meilleur entraînement pour moi de l'esprit. Toi aussi, tu partages beaucoup la méditation, bien sûr. Être capable de contrôler son attention, de l'amener là où on a envie de l'amener, d'être capable de laisser passer des pensées et de toujours se ramener à un état dominant, positif, enthousiaste. Bien sûr que c'est la clé. Il faut arrêter de chercher à midi à 14h, tu vois. Donc oui, par la visualisation. Et l'émotion là qu'on choisit, on veut choisir des émotions qui vont nous pousser à agir. Donc, vaut mieux sentir de la gratitude, de la sérénité, de la paix. On peut voir, oui, de l'abondance, par exemple, de l'amour. Ça, c'est des émotions ultra fortes. Tu vois, quand toi, tu es déjà en gratitude, tu dis, merci de cette vie incroyable d'être champion du monde en Thaïlande, etc. La gratitude, cette émotion-là, elle te pousse à agir d'une manière qui est folle parce que d'un coup, le résultat, il est déjà passé. Ça apparaît maintenant comme un souvenir dans ta tête. Et ça, c'est très important de le comprendre. Le système nerveux, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour n'importe quelle personne qui écoute ce podcast, fermez les yeux, imaginez une femme toute nue. Et voilà, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez avoir des réactions biochimiques dans le corps. Le sang, il va aller ailleurs. Ça montre bien que pour ton système nerveux, il en sait rien. Il sait pas ce que tu vois, que tes yeux, que tes mains le touchent ou que ça se passe dans ta tête. C'est kiff-kiff. Il produit les mêmes hormones. Et je te dirais même qu'il modifie même les schémas neuronaux de la même manière. Répète tes séquences, répète tes techniques dans ta tête beaucoup et ajoute cette conviction émotionnelle, tu vas avoir un développement neuronal similaire. Bien évidemment, ça n'empêche pas la pratique parce qu'il y a d'autres développements qui se font là-dedans, mais la combinaison des deux fait que tu apprends plus vite. Ça, c'est très très bien documenté. Tu augmentes, je sais pas moi, ta fluidité, la rapidité des séquences, la coordination. Ça, ce sont des qualités intangibles d'un athlète que tu peux travailler à la fois évidemment dans l'entraînement, mais surtout mentalement, par la répétition des séquences, etc. Donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est toujours ça. Une vision très spécifique et une charge émotionnelle forte. Et ça, on le répète tous les jours, tout le temps. Tout le temps, tout C'est le là temps, où tout je le veux temps. en venir. Là, magnifique entrée en matière déjà. On a compris que ce shift en fait d'identité, il est instantané. Tu peux le faire comme ça, là, de suite. Tu mets le podcast sur pause ou tu attends la fin et c'est bon, c'est ça, c'est fait. Ensuite, il y a le travail de ce truc-là. Il faut le maintenir, le répéter, l'entretenir et l'intégrer. C'est là où je voulais en venir. Cette conviction émotionnelle, tout ça. Tu sais, moi, ma devise avec Méditation, c'est les athlètes les plus calmes sont les plus performants. Et j'ai l'impression que ce que tu partages là, ça demande aussi d'opérer depuis un état intérieur de calme pour pouvoir répéter ça sans être tout le temps distrait par peut-être des doutes, des croyances collectives et extérieures à toi qui vont venir te parasiter. Bien sûr, tu peux le voir comme ça, mais l'état de calme, lui, peut venir aussi d'une émotion dominante de gratitude. Quelqu'un qui est déjà dans le remerciement, il est par essence calme. Là, si je te dis, Paul, je t'ai déjà envoyé de l'argent, tu me dis merci. Voilà, j'arrive, je te donne un café gratuitement, toi tu me dis merci. Cet état de j'ai déjà reçu la chose, c'est ça qui te maintient calme. T'es pas excité, t'es pas euphorique et t'es pas non plus dépressif et triste. Donc moi je suis d'accord avec toi. Un athlète calme va de toute façon bien mieux performer qu'un athlète qui est stressé, anxieux, dans l'inquiétude, le doute, etc. Donc l'émotion que toi tu peux choisir, ça peut être la sérénité, mais pourquoi moi j'insiste sur le fait que chacun peut choisir un peu les émotions, parce qu'on ne raisonne pas tous avec les mêmes choses. Je te donne un exemple. Un athlète A peut visualiser une vie, par exemple, en Thaïlande, en tant que champion. Il se voit aller, je sais pas moi, au Tiger Muay Thai tous les matins, faire ses séances d'entraînement, prendre son petit pas de thaï à midi et profiter de la plage avec sa femme et ses deux enfants en bas âge. Lui, ça peut être un scénario comme ça qui le rend joyeux, qui le rend fier, et peut-être que ça nourrit en lui
je sais pas, la sensation d'être le leader de son foyer, d'être admiré par sa femme et ses enfants. Donc lui, il va rechercher cet état-là, tu vois, de sérénité, de j'ai mis les miens à l'abri. À l'inverse, athlète B, lui, il se voit Lamborghini, yacht, bimbo, et lui, c'est cette excitation de matériel presque, de hey, j'ai tout déchiré et tout, je suis sorti de ma classe sociale, de ma condition, Mhm. et je suis maintenant élite. Lui, par l'émotion, c'est pas la paix, la sérénité, mais ça peut être la gratitude d'être blindé aux as, tu vois. D'autres, ça peut être l'excitation de toutes ces aventures qu'il va vivre. D'autres, ça peut être pouvoir offrir à leurs parents, tiens, il se voit dans cette scène unique, donner les clés d'une maison à sa mère, tu vois, qui l'a toujours soutenu. Et donc, chacun va choisir. Mais peu importe l'émotion, tant qu'elle reste de haute fréquence, comment ça va t'amener, toi, au combat? Idéalement, dans un état de sérénité. Oui. Pourquoi? Parce que calme, sérénité, paix intérieure, ce sont des conséquences d'un mental qui est dans la certitude. Mhm. C'est certain que ça va marcher. Quand tu es certain que les choses marchent, par définition, tu deviens calme. Exemple, toi et moi, on a rendez-vous au restaurant, j'ai réservé le restaurant et on va manger un steak. Tous les deux, on est calme. On ne doute pas qu'on va pas manger ce soir. Tu vois. On se dit pas, peut-être ils vont pas avoir de viande aujourd'hui. Non. On y va, on passe commande, on attend tranquillement le steak. On va pas toutes les 5 minutes demander, vous êtes sûr qu'il est bien en cuisine? Il en est où là au niveau de la cuisson? Non, on laisse faire. On est Mhm. certain que ça va arriver avant que ça arrive. Et bien, il est là le principe de changer son identité et devenir un peu ce manifesteur, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas devenir cet Mhm. athlète performant et toujours opérer depuis un état de calme. T'es calme quand t'es certain que ça marche. Ouais. Et on est déjà content. Et si la cuisine brûle et que le steak brûle avec, on s'en fout parce qu'on On était s'en tape. déjà Exactement. heureux et dans la gratitude et C'est dans ça. cette sérénité. C'est Donc, vraiment fonctionner à l'envers de tout ce qu'on nous a inculqué dans notre enfance. c'est Et je te ça que dirais même, c'est ça qui me percute dans ce que tu bien partages, sûr, hein. C'est qu'en bien fait, sûr. la plupart des gens attendent de voir quelque chose dans Pour leur y croire. réalité, dans leur vie, pour avoir cette émotion-là. Toi, tu nous dis qu'en fait, ce que tu vois, ta réalité, ta vie, est juste le reflet de ton identité dominante, de l'état Exactement. émotionnel que tu répètes chaque jour. C'est ça. C'est vraiment à l'envers. Mais il n'y a rien de nouveau. On sait ça, c'est multimillénaire. Que tu ailles lire Musashi, le bouddhisme, jusqu'aux lois de l'hermétisme, jusqu'à la Bible, le Coran et la Torah. Le royaume de Dieu est en vous, c'est ça que ça veut dire. C'est pas un paradis fictif qui est dans les nuages. Non, il faut arriver à lire, pas du tout en surface, donc en profondeur, entre les lignes, parce qu'on communique dans ces ouvrages par le symbole. Donc lorsque les paroles de Jésus disent le royaume de Dieu est en vous, c'est ça qu'il veut dire. Il parle d'un état interne. Lorsque tu lis, même dans le Coran, ou d'autres ouvrages, que tu es à l'image de ton créateur, ça ne veut pas dire que Dieu, c'est un homme barbu. Non. Ça veut dire que toi, tu es un fractal de Dieu. Tu es Dieu, juste dans une version. Tu Mhm. sais, comme quand tu zoomes, par exemple, j'invite tout le monde à regarder ce que c'est un fractal. C'est quand tu zoomes sur un motif et que le motif se répète. Mhm. Donc, si moi, je suis à l'image de mon créateur, je suis un fractal de Dieu, ça veut dire que je suis Dieu. Alors attention avec cette phrase, calmez-vous. Ça ne veut pas dire que je peux modifier la météo, mais ça veut dire que mon essence est donc la création. Ma nature, c'est l'imagination, tout comme Dieu qui crée le monde. Moi, je crée le monde. Je le co-crée d'ailleurs. On est tous là-dedans. Je le co-crée. Je ne suis donc pas séparé du monde. Je suis intriqué dedans. Et donc, de la même manière que quelqu'un qui veut devenir, je sais pas moi, champion de JJB, champion de lutte à livrer, champion de boxe, champion de Muay Thai, en vérité, il est par l'ensemble des pensées qu'il nourrit et qu'il répète au quotidien, il est en train de co-créer sa réalité. Il y a évidemment des événements sur lesquels tu n'as pas le contrôle, donc ils existent. C'est pour ça que je parle de co-création. Il y a à la fois une sorte de monde en dehors de toi, mais il y a toi aussi dans le monde. Tu peux en vérité jamais observer le monde. Tu es tout le temps dedans. Et ça, en physique quantique, c'est l'expérience des fentes de Jung qui nous le prouve, qui disent que lorsque l'observateur observe l'expérience, les particules se comportent d'une certaine manière, et lorsqu'il tourne la tête et qu'il ne le regarde pas, les particules se comportent d'une autre manière. Ça montre bien que l'observateur impacte ce qui est observé. Donc Mhm. quand les gens disent objectivement j'ai fait de la merde, non, il n'y a pas d'objectivement. Toi, il y a une version de toi, par exemple, pendant ce combat,
qui est arrivé dans un certain état émotionnel, avec un ensemble de croyances, avec un certain même passif, tu vois, les derniers jours, il s'est passé ça et ça et ça dans ta vie, et toi, tu les as un peu mis dans ta tête et tu les as nourris. Ce qui fait que ta performance, elle a été celle-ci. Et c'est ça qui est génial avec les arts martiaux, c'est que, en vérité, même un mec qui te tabasse, tu peux sortir du combat et dire, il a gagné aujourd'hui. Mais c'est pas dit que demain, je lui pète pas la gueule, tu vois. Et c'est vrai, c'est vrai. Peut-être aujourd'hui, lui, il s'est levé, il avait cet état interne de, mec, c'est bon, je vais tout niquer, alors que toi, ça se trouve, il y a 4 jours, ton chien, il est mort, et c'est un truc que tu pouvais pas enlever, tu vois. Et c'est ce qu'on voit souvent, tu sais, il y a beaucoup de combattants qui vont combattre, et dans les interviews, à la suite, ils révèlent des trucs. Ils disent, ouais, mais en fait, il y a une semaine, je sais pas, je me suis pété la cheville, il y a 4 jours, mon père est mort, c'était, je sais pas, Paddy Pimblett qui disait, ouais, il y a mon meilleur ami qui s'est suicidé il y a quelques jours, ou à l'inverse, là, je sais pas, Hamzat Chimaev, qui vient et qui dit, ouais, mais en fait, ma sèche, elle était terrible. J'étais déjà dans un état où je pouvais pas combattre, tu vois. Et il le révèle après. Donc, c'est naturel de se dire, OK, ce mec-là a battu Hamzat aujourd'hui. Mais gars, dans une semaine, Hamzat, il le déboîte. Ouais. Et c'est ça qui est beau avec les arts martiaux, c'est que oui, le mec a gagné, cool, on peut se la redonner, tu vois, on peut se remettre ensemble et on va voir ce qui va se passer. Ça montre bien que c'est pas définitif, il y a rien qui est figé. Donc, on jongle en fait en permanence, on est un curseur, on va à la fois dans des moments de vie où on est putain full confiance et d'autres moments où on doute de ouf. Et nous, ce qu'on veut faire avec cet entraînement, c'est juste essayer de réduire, tu sais, l'onde, le, les delta, là, il faut qu'on se dise, il faut que j'arrête de partir dans des euphories quand je gagne, mais il faut que j'arrête aussi de déprimer quand mon coach il me dit que c'était pas bien à l'entraînement. Tu vois, il faut que je réduise ce truc-là. Et c'est pour ça que là, si on repart dans la philosophie, le stoïcisme, c'est aussi une des philosophies que tous les amoureux des arts martiaux adorent, parce que c'est vrai. Tu veux avoir un peu une forme de détachement. Ça ne veut pas dire être complètement sans émotion. On l'a vu que l'émotion, c'est la chose la plus importante. Il faut absolument contrôler et maîtriser ses émotions. Mais tu veux te dire, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, je remets pas ma vie en question. Je suis quand même bon, je suis quand même fort, je suis quand même, tout va bien dans ma vie. Je peux être en gratitude, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un corps sain, j'ai pas de commotion cérébrale, j'ai 2 yeux qui voient. Il y a plein de choses qui vont bien. Donc je préfère, mettre mon attention là-dessus et après repartir dans un cycle de je me redonne cette confiance, donc je repousse mes limites encore à l'entraînement pour m'améliorer, plutôt que me dire à chaque résultat, à chaque petit pépin, ah c'est bon, je suis une merguez, je vais arrêter les arts martiaux. Non. Je le suis déjà. Et tu vois, moi, il y a une image que j'utilise souvent. Je dis qu'en compétition, soit tu es un thermomètre, soit tu es un thermostat. Si tu es un thermomètre, ça veut dire que ton état interne dépend de l'extérieur. En général, tu es Exactement. mort. Quand c'est ça, tu es mort. Si tu es un thermostat, c'est toi qui arrives à paramétrer, à régler, à jouer, à autoréguler cet état interne, cet état émotionnel pour que ça influence l'extérieur. Je Tout à trouve fait ça d'accord. colle vachement à cet état d'esprit-là que tu décris. Tout à fait d'accord. L'identité, en vérité, c'est ton thermostat. Tu vois, on peut parler de thermostat financier, ton identité financière, ton thermostat relationnel, ton identité avec les relations amoureuses. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu pourras jamais vaincre ça. Tant que le thermostat, toi, tu le fais pas évoluer, peu importe la quantité d'efforts, peu importe les événements, tu vas toujours te ramener au thermostat. Je te donne l'exemple du thermostat financier, il est facile à comprendre. Si toi, tu acceptes comme absolument vrai ce que tu tolères, ce que tu es capable de gérer et de recevoir comme somme d'argent, c'est 5 000 euros, je t'assure. Les mois où tu vas gagner d'un coup 15 000, tu vas toujours le mois suivant te ramener à 5 000 par des dépenses, par oh mais là pile poil à ce moment-là ma voiture elle est tombée en panne donc j'ai dû payer les réparations, je les ai perdues. Et tu as l'impression que c'est le monde extérieur qui te punit. Non mec, je t'assure, c'est toi. Et de la même manière, les mois où tu es à 2000 et pendant je sais pas 3 semaines et demie, bah, les derniers 4 jours, tu trouves une vente et hop, tu te ramènes à 5000. Tu vas toujours te ramener à ton thermostat. Nous, ce qu'on fait là pour les artistes martiaux, c'est simplement leur dire, en fait, là, le thermostat, il est où? Ton identité, elle est où? Est-ce que tu es encore quelqu'un qui avance dans cette aventure avec l'espoir que ça marche? Tu as tout le temps des doutes et tu essayes de te donner de la force par une quantité de souffrance et de labeur parce que tu as la croyance que plus je souffre, plus je mérite. Ou non, tu rentres dans la salle en disant, mais moi, gars, je suis déjà le meilleur. Ouais. Je suis déjà le meilleur. Je le vois souvent, ça, j'appelle ça le syndrome du podium. C'est quand les gars avancent dans la compétition, arrivent au moment où ils sont assurés d'être sur le podium et leur performance, elle tombe. Tu vois, comme parce si que leur thermostat suffisant. de base, c'est ça, leur thermostat de base, c'est moi, je mérite pas le podium. Tu vois, un gars qui, lui, avance dans la compétition, sachant, en présupposant que c'est totalement normal, que je sais gérer le podium, que c'est quelque chose qui est une émanation de qui je suis, c'est ma nature. Comme les animaux, le lion qui se lève, il ne doute pas. Il se dit pas je suis un chat ou je suis un chien. Non, il se dit mec, moi je suis un lion, c'est dans ma nature.
Donc, je peux me permettre de dormir 11 heures parce que je sais que si je me lève, je vais déboîter tout le monde. Donc, j'ai pas besoin de me stresser. À l'inverse, quelqu'un, souvent, tu sais, qui est dans l'agitation, qui confond agitation et progrès, c'est quelqu'un qui est en permanence dans le doute. Moi, les gens comme ça, ils Mm. m'insupportent. Je me Eh rappelle, moi, à oui. l'époque, quand je traînais beaucoup dans les salles, c'était les combattants qui venaient te parler. Ils faisaient, ouais, mais attends, mais Slim, t'as fait quoi là? T'as fait ta routine, tu peux me montrer? Oh, frérot, laisse-moi tranquille, gars. Laisse-moi tranquille. Et les tailles, moi, ils m'ont beaucoup appris là-dessus, parce que pour eux, c'est qu'un jeu, c'est des barres. C'est des barres, en fait. C'est, hey, Mm. gars, c'est tranquille. Ils présupposent de base que tout va bien se passer, que c'est fun. Et donc, quelqu'un qui est justement dans le jeu, dans cette aisance, cette fluidité, comment tu veux battre un gars comme ça? Il est inarrêtable, il est invincible. Il aura toujours plus de jus que toi, parce que lui, dans sa tête, il a un système nerveux qui accepte comme totalement vrai et totalement stable, totalement normal, la réussite, le succès, l'abondance, le podium, les récompenses, l'argent, les sponsors, être ambassadeur de marque. C'est normal. Et Ouais. donc, quand toi, tu cultives une narration interne en permanence de le succès et la réussite, c'est mon droit divin, c'est mon dû, ça m'est dû, je l'ai déjà, c'est facile, Mhm. et bien là, d'un coup, tu as des histoires extraordinaires de en 3 ans, j'ai eu ma ceinture noire, tu vois. Des histoires extraordinaires de j'ai commencé le Muay Thai très tard, à 25 ans, mais à 30 ans, j'étais au One et j'étais champion. Ces histoires-là, alors je te prends évidemment du cas du 1%, mais même le cas, on va dire, classique, le mec qui vit sa carrière, qui a 10 ans de carrière de boxe et qui fait, tu vois, sa cinquantaine de combats pro et qui lâche pas 35 victoires, par exemple, même lui, dans sa tête, il sait très bien au fond de lui, quand il quitte sa carrière, que les plateaux qu'il a jamais pu dépasser, ils étaient mentaux, ils étaient juste dans sa tête. Il a jamais eu une identité d'un extrême champion. Et ça aussi, il faut être très à l'aise. Quand toi tu sors aussi de ces circuits-là et que tu regardes en arrière, tu dis ouais c'est vrai. Moi à cette époque-là, en vérité, l'identité que j'avais, c'était c'est un sport, il est fun pour moi, j'aime bien en faire, mais je suis plus intéressé par d'autres choses. C'est vrai, tu vois, y a pas de mal. Mhm. Versus le mec qui dit mec, moi c'était ma vie en fait, c'était ça ou rien. Et ben normal qu'il est au JO lui. Enfin, il n'y a pas de surprise. Donc en fait, la chance, le mektoub, le hasard, le karma, ça n'existe pas. Vraiment. Il n'y a jamais quelqu'un qui a atteint une position comme ça. Non. Lui, depuis sa perspective, si tu savais l'ensemble de sa narration interne, tu aurais vu les choix qu'il a fait, même lorsque ce sont des choix immoraux. Là, je te parle pas de juste ou injuste. Il n'y a Mhm. pas de morale dans l'univers. C'est-à-dire que même les gens où tu te dis, ouais, mais lui, objectivement, il a triché, il a été pistonné. Oui, mais mets-toi dans sa tête à lui. Dans sa tête à lui, c'est accepté comme normal de tricher. C'est accepté comme normal d'utiliser des pistons. Toi, parce que toi, tu n'as pas cette narration, tu trouves ça exécrable. C'est ton droit. Mhm. Mais lui, tout le monde est cohérent en vérité. Tu vois. C'est pour ça que lorsque tu intègres un peu ces principes-là dans ta vie, il peut y avoir un choc en te disant, mais alors pourquoi les méchants, ils gagnent? Parce qu'ils sont cohérents. L'univers, il n'est pas moral, il n'est pas juste. Il va récompenser tout le monde qui ont une clarté de vision et ont une conviction émotionnelle forte. Si moi, je suis un mec, je sais pas moi, en Amérique latine, et je crois que je mérite d'être multimilliardaire en vendant de la drogue, et que j'ai une conviction émotionnelle et que j'ai une cible très précise, l'univers, il me donne exactement cette fréquence-là. Il ne juge pas, il n'est pas en train de punir les méchants et récompenser les gentils. C'est faut sortir de cette fausse dualité. Et ça, c'est les Disney qui nous ont blindé le crâne de ça. Mhm. Et c'est J'allais te dire, c'est nos un peu parents, enfantin, ouais. malheureusement, tu vois. Et c'est cette vision très infantile de la religion, par exemple. En Mhm. disant, bah alors pourquoi les méchants, ils sont pas punis? Mais il n'y a pas de punition aux méchants. Il n'y a que de la cohérence. Encore une fois, la biologie le confirme. Et la philosophie, les enseignements, on va dire, sacrés, la spiritualité, jusqu'à la physique quantique le confirme. On est en train de co-créer. Donc, que toi, que ça soit méchant ou positif, c'est pas l'univers, il s'en tape, tu vois. Dieu, il s'en tape. Par contre, quand toi, tu es incohérent, tu vas le payer, tu vois. Quand tu te dis, moi, je veux ça dans la vie. Par contre, je n'y crois pas. Donc, je me comporte à l'opposé de ça. Ouais, Ben, les résultats, ils parlent. ouais, Faut ouais. pas être surpris. Donc, c'est pas non plus pour se flageller et c'est pas pour de la culpabilisation. Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est libérateur. J'ai donc le pouvoir. Oui, utilise-le alors. Mhm. Voilà. Et donc, tu vois, avant de finir sur One Piece, avant de finir avec One Piece, t'as parlé de ce shift émotionnel qui peut être immédiat et qui est hyper important à faire, ce shift interne et émotionnel. Ensuite, là, on était sur, bah, il faut le pratiquer, l'intégrer, le répéter, le répéter, le répéter. Toi, tu as créé une application pour aider les gens à mettre ça en place, justement, à incarner cette version, cette vision qu'ils ont d'eux. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche? Bah exactement.
de la même manière que je viens de le décrire. Donc, c'est une application qui s'appelle Quantum Leap Manifestation, dans laquelle tu t'inscris, tu réponds à des questions. Donc là, cette fois-ci, c'est des questions pour toute ta vie, mais après, tu peux affiner. Donc, on va te poser des questions. Où est-ce que tu aimerais habiter? Quelle somme d'argent? Quel type de métier? Quel type de vie, etc. Tu donnes tout un tas d'informations et l'intelligence artificielle va te créer un texte. Ce texte, c'est ta vision. Ce texte, il est généré par l'IA, mais par la suite, tu peux le modifier. Donc, si toi, tu es un combattant et que tu veux vraiment que te focus sur ta carrière de combattant, bah, tu remplaceras le texte par un autre lieu géographique, te voir avec certaines ceintures, avec peu importe. Et ensuite, tous les jours, tu dois méditer en lisant la vision ou en l'écoutant et répéter ça. À la fin de chaque méditation, que tu peux faire, même pour les extrêmes débutants, à partir d'1 minute. Tu peux méditer 1 minute par jour, jusqu'à 20 minutes, tu vois, pas plus, c'est très simple. Et bien, à la fin de chaque méditation, on va te poser la question, dans quelle émotion principale tu te sentais? Et moi, ce que j'ai ajouté, c'était basé sur un document qui s'appelle L'échelle de la conscience d'un docteur qui s'appelle David Hawkins, qui avait symboliquement donné un chiffre à chaque émotion, en disant, par exemple, voilà, la paix, l'amour, c'est 500, et le deuil, la tristesse, c'est genre 100. À la fin de chaque méditation, tu choisis quelle émotion tu étais, ça te donne un score. Et toi, maintenant, tu peux traquer jour après jour comment évolue ce score, et ça te donne, bah, aujourd'hui, basé sur cette fréquence émotionnelle, qu'est-ce que tu pourrais faire dans la vie? Attention, si jamais, par exemple, au niveau amoureux, tu es là-dedans, si jamais au niveau financier, tu es là-dedans, je te recommande pas de prendre un risque aujourd'hui parce que, voilà, au niveau de la fréquence, tu es bas. Et en complément de ça, comme on l'a dit, la vision spécifique, la charge émotionnelle, le dernier élément, c'est l'action unique qui va venir justifier les croyances. Donc, on n'en a pas parlé plus tôt, mais c'était un peu induit dans tout ce qu'on a fait. Donc, en vérité, le protocole, pour moi, ultime pour changer de réalité, créer cette nouvelle identité, vivre quelque chose de radicalement nouveau, malgré tout ton passé, toutes tes étiquettes, ce que tu veux, il est toujours en 3 étapes. La vision spécifique, la charge émotionnelle et l'action. On a toujours besoin d'une preuve, une action qui vient venir confirmer l'identité. Quand tu fais ce cycle-là, c'est une roue, un cercle vertueux. Je pense que je suis champion de JJB, donc en tant que champion, je vais à l'entraînement à l'heure, je vais peut-être 2 fois à l'entraînement. Ça, c'est mon action. Et ensuite, le soir, quand tu rentres chez toi, je suis allé à l'entraînement 2 fois aujourd'hui. Ça confirme bien que je suis champion de JB. Et en fait, là, tu es en train de tu te montes en l'air tout seul, en fait. Tu dis, attends, je pense de moi que je suis champion. J'agis comme un champion. Comme j'agis comme un champion, ça confirme que je suis champion. Et en fait, voilà. Et elle est là, la boucle. Et la narration interne, que ce soit d'un athlète ou d'un artiste ou d'un entrepreneur, c'est celle-ci. Ce n'est pas se mentir à soi-même, ce n'est pas prétendre être quelqu'un d'autre. Non, c'est littéralement changer le script. Donc tu es vraiment toi-même, tu es le champion. C'est ça la différence. Les gens vont dire, ah ok, c'est comme si je me mentais à moi-même jusqu'à m'en convaincre. Mais non, tu t'en convaincs pas, vu que ton point de départ, c'est d'accepter que c'est vrai. Et ensuite, de faire des actions dans la matière qui, elles, prouvent à ton cerveau que c'est vrai. Il n'y a aucun mensonge ici. Quelqu'un qui, par exemple, est obèse et qui veut devenir un athlète, il fait ce travail-là. Il se dit, je suis un athlète dans ma tête, j'y crois. Donc, en tant qu'athlète, je vais faire mes 5000 pas, par exemple, aujourd'hui, parce que de toute façon, je suis gros, je ne peux pas faire plus. Le soir, quand je me couche, dans sa tête et dans son cœur, il est vraiment un athlète. Pourquoi? Parce que dans 3 ans, quand il aura perdu tout son poids et qu'il aura les abdos et qu'il sera champion de CrossFit, il va dire quoi des 3 années qui se sont passées? Il va dire, je n'étais pas un athlète jusqu'à aujourd'hui. Mais non, il va te dire, depuis le jour 1, je suis un athlète. Vu que je me suis comporté comme un athlète tous les jours pendant ces 3 dernières années. Le fait que le résultat visible, au début c'était gros et maintenant je suis mince, n'a rien à voir avec moi, mon état interne. Vu que c'est parce que je pensais que j'étais un athlète, que j'ai agi tous les jours et que j'ai jamais craqué. Ouais. Donc là, maintenant, 3 ans plus tard, quand je suis strié et quand j'ai une mâchoire de Tchad, je me sens pas différent du premier jour. Voilà, mon corps est différent. Mon aura est différente. Mais je suis pas en train de me féliciter parce que maintenant, à partir de cette date, et voilà, maintenant je suis un athlète. Non, je l'étais dès le début. Ouais, ça va prendre du temps à se matérialiser. Tu sais pas exactement combien de temps d'ailleurs. Exactement. Mais à l'intérieur, tu l'es déjà. Tu l'incarnes tous les jours. Tu l'incarnes déjà. Donc, et c'est ça qui peut être un peu déroutant pour les gens. Et moi, l'application, elle permet de faire ça. Elle permet d'avoir cet entraînement quotidien. Donc moi, je recommande évidemment, strict minimum, c'est 1 fois par jour. Je veux dire, le mec qui est pas capable de se donner 5-10 minutes par jour, alors que il prétend que
son objectif, c'est de réussir sa carrière martiale, c'est pas un mec sérieux. C'est pas un mec sérieux. Si tu veux pas prendre 5 minutes dans ta journée alors que tu as capté, tu vois, que c'est vraiment la clé, on va pas discuter avec des gens comme ça. Donc, les gens sérieux, ils vont se dire, bah, attends, si je peux le faire 5 minutes, je peux le faire 20 minutes. Et si je peux le faire 2-3 fois par jour, encore mieux. Si à chaque fois que j'ai un moment en dehors du boulot ou quand quelque chose me contrarie, je préfère prendre le temps et de me remettre une couche, bien sûr que c'est préférable. Donc ça, c'est pas des choses qu'on doit normalement mentionner à quelqu'un de sérieux. Tu vois, tout comme avec l'entraînement physique, si je te dis, mec, tu vas être bon en Muay Thai, c'est 10 km de course, 2 heures de Muay Thai, pause, bouffe, 2 heures de Muay Thai, 7 km de course, ne me pose pas des questions, tu vois, sur l'optimisation. Non, c'est comme ça, mec. Si t'es un mec sérieux, t'acceptes ça. Donc là, c'est pareil. Et cette application, alors évidemment, moi, je l'ai conçue pour tout le monde, mais pour les gens qui sont dans les arts martiaux, et qui ont des objectifs, tu sais, un peu extraordinaires, c'est une vie quand même de ouf. De vivre au Japon, de vivre au Brésil, tu vois, c'est un truc stylé. Et bah ça demande un certain mental, une certaine identité. C'est pas pour tout le monde d'envoyer valser, parce qu'avec ce travail-là, t'envoies aussi valser pas mal d'amitié. T'envoies des relations amoureuses valser, t'envoies des relations même familiales. Il y a un gros, enfin, pour moi en tout cas, il y a un petit passage aussi de solitude. Où tu te dis, putain, mais merde, en fait, autour de moi, les gens sont toxiques. Chaque fois que je leur dis que ça va bien se passer, ils me disent, non, ça va pas bien se passer. Ils me tirent comme ça vers le bas. Au bout d'un moment, tu dis, écoute, délocalisation géographique, je coupe des relations. Donc, il y a une petite phase aussi comme celle-ci. Mais après, évidemment, comme toi maintenant, tu vas dans une autre réalité, une autre fréquence, bah, l'univers, il t'envoie aussi d'autres personnes. Donc, il y a aussi ce truc-là, voilà, pour ceux qui ont peut-être du mal et qui se sentent aussi un peu isolés ou qui ont le poids que je comprends parfaitement. Des amitiés, de la famille, etc., qui vient comme une charge. C'est normal, on ne peut pas y échapper. D'être guidé au début pour faire ce travail-là. C'est pas mal, tu vois. C'est pas mal d'être guidé, c'est pas mal de créer aussi un environnement, même en ligne, avec des applications, avec des mentors comme toi, dans lequel, ouais, ici, ça parle positif, ici, ça parle de succès, de réussite, ça parle pas d'échec, ça parle pas de non, il y a des doutes et tout. Non, ici, il y a que des conquérants, tu vois. Et ça, c'est ultra important. Moi, j'ai eu cette chance, tu vois, de partir vivre à l'étranger, donc d'expérimenter des endroits comme ceux-là, que ça soit des gyms au Brésil, etc., ou en Thaïlande et dans des autres pays, où en fait, oh gars, ici c'est pour les requins, c'est pas pour les gens normaux. Donc tu commences pas à me parler de oh, potentiellement, il y a pas de potentiellement, il y a pas. C'est viens, on y va, c'est pour gagner. Voilà. Si tu rentres pas pour gagner, en fait ne rentre pas là dans la salle et on veut pas de ton énergie. Et moi j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré cet aspect de compétition parce que ça va aussi avec cette énergie. Cette polarité masculine qui existe dans les arts martiaux. Tu vois, c'est pas que de la philosophie et tout machin. Il y a aussi ce côté, mais gars, on y va, c'est pour tout arracher. Et je pense que c'est sain. Je pense que c'est positif. Et encore une fois, toi, tu le sais très bien, une carrière martiale pro, ou en tout cas dans le sport de combat, c'est pas une carrière martiale ou une aventure martiale. Là, tu peux en faire toute ta vie des arts martiaux. Par contre, il y a un petit créneau dans la vie généralement où on peut vraiment se la donner. Avant plein de choses, blessures, enfants, plein de choses. Donc, autant y aller pleine balle, quoi. Donc ouais, Quantum Leap Manifestation, pour ceux qui veulent une aide dans leur téléphone portable, ça va vous servir. Trop cool. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent aller Merci à toi. jeter un œil. Il nous reste quelques minutes. J'avais deux choses. On peut dépasser. Si c'est pour One Piece, on peut toujours dépasser. Un peu de One Piece. Et ensuite, un truc très rapide, j'avais prévu un quiz pied-bouche pour finir, parce qu'on sait que t'aimes bien les avis tranchés. Et donc, c'était des petites questions comme ça pour que tu puisses aussi envoyer quelques pieds-bouches là pour finir. Voilà. Je prépare la hanche. Voilà. La hanche se lève. Échauffez-vous le menton les autres, ça va faire mal. Vite fait One Piece, ouais, parce que t'es vraiment la personne avec qui j'ai envie de parler ça. Il y a plein de combattants que j'ai accompagnés dans leur préparation mentale qui sont matrixés par One Piece. Qui se servent des personnages. Même parfois, on s'en est servi dans leur préparation mentale, des personnages, des images de One Piece, tu vois. Moi, je connaissais pas One Piece. Mais plus les gars, ils m'en parlaient, plus je me disais, mais attends, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de profondeur philosophique derrière ce manga, ce dessin animé, qui est juste dingue, tu vois. À ton avis, toi qui connais vraiment, qui est un bousillé aussi de One Piece et un combattant, un artiste martial, pourquoi autant de combattants, de pratiquants de JJB, de MMA, de judo adorent One Piece? Je pense qu'il y a un truc avec les mangas de manière générale. Numéro 1, je pense qu'il y a un truc générationnel, tu vois, si t'es un enfant des années 80, 90, bah, on s'est fait bousiller par ça très tôt, tu vois, des BZ, même Olivier Tom, etc. Donc il y a un truc générationnel, un peu nostalgique, mais je pense qu'il y a un truc aussi qui est que ces œuvres,
en particulier les shonen, donc les shonen neketsu, donc les aventures pour les adolescents garçons, dans lesquels il y a toujours un peu le même déroulé, c'est-à-dire un personnage principal qui a un objectif, une cible, et qui, par un parcours de vie, va passer par des phases d'entraînement, va être confronté à des ennemis plus forts que lui, ça va le remettre en question, il va devoir dépasser ça, trouver des nakamas, un groupe d'amis pour le soutenir, etc. Dans ces aventures-là shonen, eh bien, il y a tout ce que un jeune garçon, je pense, en particulier s'il est déjà amoureux de l'aspect martial, recherche. C'est-à-dire qu'il y a toutes les clés pour une vie, en vérité, épanouie. Et on va dire, il y a une présentation des valeurs d'une masculinité qu'on recherche tous quand on est un homme et qu'on apprécie ça. C'est-à-dire que tu fais preuve de discipline, de courage, tu es loyal avec tes amis, tu arrives à dépasser les obstacles, tu vois, tu arrives à transcender ta classe. Ces personnages démarrent souvent d'un passif, tu sais, très difficile, avec peut-être la mort de leurs parents, ou avec ils vivent dans un endroit qui est défavorisé, etc. Et ils arrivent à surmonter ça. Et donc en fait, il y a toutes les valeurs traditionnelles qui, pour nous, jeunes garçons, jeunes hommes dans le monde moderne, en fait, on en est dépourvu. À l'école, c'est pas ça qu'on récompense. Au travail, c'est pas ça qu'on récompense. Dans la vie, on te dit de te taire, de te soumettre, de baisser les yeux. Tout est délégué, tout est assisté. Il n'y a aucune volonté de puissance. Tu vois, on dénigre et on diminue la volonté de puissance parce qu'on est dans un monde qui est dominé par les faibles. Et comme eux dominent en nombre, nous, les forts ou les aspirants à devenir forts, on se sent presque culpabilisé, on se sent presque en train de gêner et on se dit « Ah non, c'est malsain de vouloir être fort ». Et Et on c'est là se où le shonen, diminue du coup pour pas les déranger, quoi. exactement, et c'est là où le shonen va faire résonner cette partie-là et va faire vibrer nos cœurs. Parce que là-dedans, on reconnaît comme sain la volonté de puissance, la volonté d'exister, la volonté de pénétrer le monde, la volonté de plier la matière à ta propre vision. C'est Luffy qui dit dans le chapitre 1 de l'œuvre, « Je serai le roi des pirates ». Ça y C'est est, là c'est où je voulais acté. en venir. Parce que moi, j'ai juste commencé là à le lire les un ou deux premiers tomes. Donc Ok, je connais, mais déjà, tu vois, par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je vois en Luffy mon que gars, le mec croit en lui avant tout le monde alors que personne n'y croit, qu'il ne doute, il a l'air de jamais douter de son truc et que c'est c'est un ça. tout droit, c'est un pleine balle. Et personne va Exactement. l'arrêter en fait. Et ben le shonen, c'est ça, c'est vraiment le toutdroit.com. Je pense ça de moi avant que ça arrive, et c'est inévitable. Je suis donc illimité comme la nature de l'homme, et je suis donc tout puissant, parce qu'indépendamment des événements extérieurs, donc les ennemis, des fois les décès de mes camarades, donc ça c'est en dehors de One Piece, mais dans tous les mangas il y en a, tu vois, les circonstances peut-être aggravantes, les opportunités manquées, etc., le regret que je vais pouvoir ressentir, je vais toujours me ramener à ce truc-là. Et indépendamment de ce que tout le monde croit autour de moi, je vais jamais douter de moi. Et ça, quand toi tu regardes ça et que tu es un jeune garçon, évidemment que tu dis, mais c'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Et en plus, c'est la partie bagarre, entraînement, nakama, les potes. Tu dis, oh, j'ai compris le secret de l'univers. C'est ça. C'est de l'entraînement, des arts martiaux, des amis et une aventure. Il y a aussi ce goût de l'aventure. One Piece, je pense que ça résonne beaucoup aussi parce que on est dans un monde que l'on doit, dans lequel on doit faire le tour du monde. Tu vois, tu dois parcourir tout le monde pour aboutir au résultat. Et donc, il y a cette idée de je prends mon navire, je rencontre des gens sur ma route, ça devient mes amis, mes nakamas, les gens qui vont venir être mon soutien, c'est ma tribu à moi. Et ensemble, on va littéralement découvrir, parcourir le monde. Et donc, il y a aussi un autre élément, je pense, qui était déjà présent dans les DBZ, etc. C'est l'aventure, le sens de l'aventure. Ouais. En 2026, quel métier te donne ça, frérot? Tu vois, prendre le RER 1h30 pour aller à la Défense, faire du clicodrome, elle est où l'aventure? Elle est où la liberté? Elle est où la souveraineté? Elle est où la camaraderie? Tu vois, on est dans un monde qui promeut l'individualité, qui promeut la compétition entre gens même de la même classe. Tu vois, il n'y a aucun soutien, il n'y a rien du tout. Voilà pourquoi aussi One Piece, ça résonne. Et je pense que pour tout le monde, c'est au-delà des pouvoirs magiques, entre guillemets, et de la bagarre. C'est vraiment cette sensation de liberté, d'aventure, de dépassement de soi, de certitude absolue que ça va se passer. Et voilà pourquoi aussi le personnage résonne, parce que indépendamment de ce qui se passe, il est toujours souriant.
il est toujours enthousiaste. Et moi, je répète souvent Ouais. ce mot enthousiaste parce que la racine du mot enthousiasme, c'est avoir le divin en soi, c'est avoir Ouais. Dieu en soi. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est l'état ultime en vérité de la vie. Et pour tous les gens qui écoutent, si vous avez des enfants, vous savez que c'est ça que vous aimeriez que vos enfants ressentent. C'est vivre sans peur. C'est ça. C'est pas être heureux, on s'en tape de ça. C'est vivre sans peur, sans aucune peur. Parce que si moi j'ai aucune peur, je suis nécessairement dans des émotions opposées, comme l'amour. Fondamentalement, il n'y a que deux états pour un être humain. Soit la peur, soit l'amour. Tout peut être résumé à ça. Et quand toi, tu es dans l'amour, c'est là où tu es le plus proche du divin. C'est dans les phrases de bien sûr que je peux le faire. Vas-y, c'est facile. Non mais c'est bon mec, vas-y, viens, on arrête ça et on fait ça. Let's go, on y va. Ça, c'est quelqu'un qui opère depuis l'amour. Quelqu'un qui dit peut-être que ça va pas marcher, c'est pas pour moi, j'ai un syndrome de l'imposteur, etc. Lui opère depuis la peur. Et pour moi, le rationaliste, tu vois, le réaliste, le cynique, c'est le mec qui est le plus éloigné de Dieu. Et c'est ce qu'il n'y a pas dans One Piece. Tu vois, les cyniques, etc., eux perdent. C'est l'enthousiaste qui gagne. C'est l'ultra positif qui gagne, l'ultra optimiste. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est exactement ce qu'on voit. L'ultra riche, l'entrepreneur à succès, l'athlète de haut niveau, le Ilia Topuria, le McGregor, c'est les ultra optimistes. C'est les mecs, même quand ils dormaient dans leur voiture, ils te disaient, c'est sûr que je vais être champion de l'UFC, gars. Cherche pas, tu peux pas me convaincre autrement. Et donc nous, tout ce qu'on a tué à l'école, les gens qui imaginent beaucoup, les gens qui rêvent, les gens qui sont optimistes, on leur dit hey, arrête de rêver, sois réaliste, retombe sur terre. Il faut avoir les pieds sur terre, frérot. Il faut avoir tout sauf les pieds sur terre. Bien sûr que non, ça pue ici, tu vois. Il faut avoir la tête dans les nuages et ensuite agir dans la matière. Et voilà pourquoi One Piece, pour la liberté, la camaraderie, l'esprit shonen, c'est-à-dire m'entraîner pour devenir de plus en plus fort. Et après, évidemment, pour le lore, il y a plein de mystères, il y a plein de secrets, ça c'est cool. Il y a de la bagarre, évidemment. Eh bien, je pense que pour tout ça, les combattants résonnent parce que l'aventure martiale, en particulier quand tu veux en faire ton métier ou une carrière, c'est exactement ça. Et en particulier quand peut-être au début tu commences, parce qu'en fait autour de toi, il n'y a que des ennemis. Mais t'as ta famille, tes potes, tes machins. Peut-être aussi dans certains pays, c'est pas pareil. Moi, j'ai jamais expérimenté l'aventure martiale en France, donc je sais pas ce que c'est. Mais avant moi de quitter la France, l'image que j'en avais, elle était terrible. Je me disais, ouais, c'est un truc de banlieusard, de mecs qui veulent se la donner, c'est un truc de racaille, tu vois. Quand je suis parti au Japon, en Thaïlande, etc., t'es vu comme un demi-dieu quand tu dis que tu fais des arts martiaux. C'est génial. T'as des petites mamies sur leur scooter qui te soutiennent. Quand t'es au Japon, tu dis que t'es un boxeur et tout, les gens, ils disent, waouh, mais c'est admirable, c'est génial. On a une vision aussi de l'athlète de sport de combat qui est absolument incroyable. Donc, pareil au Brésil. Tu vois, tout le monde, et à la capoeira, elle est partout. JJB, Luta Livre, tout le monde tape des barres. Tu vois. Donc, il y a aussi ce truc-là, je pense, peut-être dans certains coins. Hein, je te dis pas partout en France, mais dans certains coins en France, ça peut être aussi difficile d'être seul autour de tout ça. Donc, c'est là où One Piece et certains autres mangas peuvent apparaître comme cette soupape en se disant non, moi, ça me fait du bien. J'ai envie d'émuler ce personnage-là parce qu'en fait, c'est un archétype. Notamment Luffy, c'est un archétype. C'est l'archétype du gars que toi, tu as envie d'incarner, cet esprit du mercenaire, de l'aventurier, de l'explorateur, du roi. Tu vois, il y a tous ces archétypes que toi, quand tu le lis, tu dis c'est comme ça que moi j'aimerais agir, j'aimerais concevoir le monde. Et je pense que c'est très sain, tu vois, pour un jeune garçon, un ado, d'émuler des personnages comme ça, plutôt que ceux que tu vois à la télé. Trop bien. Je pense qu'en tout cas, c'est un bon message que j'aimerais garder pour conclure cet épisode avant le quiz final, là où on va éteindre. Gardez cet enthousiasme, gardez cet optimisme, coûte que coûte. Amen. C'est beau. Ok, quiz final. Là, c'est bon, tu peux éteindre. Slim, carte blanche. Ok, pied bouge. Allez. Bon, c'est des petites questions comme ça à la volée. Le plus grand combattant de tous les temps, selon toi? C'est question difficile. Oh putain, je m'attendais pas à ça. Plus grand combattant de tous les temps. Selon oh là toi. là. Est-ce que c'est forcément martial des sports qu'on a, ou tu peux aller même dans l'histoire, etc. Ah, tu pensais à qui? Moi, je pensais à Achille. Oh, ok. Achille. Là, on est sur un guerrier, quoi. Ouais, un guerrier. Un combattant, un guerrier. Après, si c'est pour le Combattant sport sportif, de combat. Ouais. Sport de combat. Plus grand de tous les temps. C'est très, très difficile. Ouais, c'est compliqué, tu vois. Moi, je vais te dire mes préférés, tu vois. Et voilà, moi, dans mes préférés, il y a Mohamed Ali, tu vois.
Moi, j'aurais direct. pas hésité, j'aurais dit Mohamed Ali Frérot, direct. Mohamed Ali, direct. Tu vois, il y a Mohamed Ali. Je te dirais même que il y a Prince Nassim Ahmed, Mhm. direct. Il y a Lodzilla, que j'ai eu la chance d'être élève de Lodzilla un temps, en Muay Thai. Il y a McGregor, moi je le mets dedans. Tu vois, le prime Mhm. McGregor, je le mets dedans. Euh, Anderson Silva, voilà, si je vais dans le MMA. Mais ouais, si je n'en choisis qu'un, c'est direct Mohamed Ali. Ok, top. Et Et sinon, ouais, Achille, le guerrier. Euh, le meilleur personnage de One Piece, Sanji, Sanji. O- Sanji, ok. La pire croyance limitante. ça va pas marcher. Le meilleur état émotionnel pour performer. La gratitude, Le pire conseil de développement personnel. être dans le moment présent. La pire phrase qu'un combattant peut se répéter le jour J. Je vais lui arracher la tête. Le pire piège de l'ego. Pareil, ça va pas marcher. Le pire mensonge qu'on raconte sur la confiance en soi. Que c'est le résultat d'action, alors que c'est la cause. Le pire ennemi d'un champion. Lui-même. Donc c'est aussi son meilleur allié. C'est à lui de le décider, non? Ouais. Parce que le lui, en fait, je vais même préciser, pire ennemi Mhm. d'un champion, son ancienne fréquence, son ancienne identité. Voilà. C'est Ok. l'ego. Pour moi, l'ego, c'est ça, c'est ton ancien toi, qui lui veut survivre. Et donc son meilleur allié serait qui? La nouvelle identité qu'il a envie d'incarner. Top. Et là, c'est ça, Dieu. C'est son higher self. Son soi le plus haut, le plus grandiose, le plus excellent, le plus virtuose, le plus beau. C'est ça qui il est en vérité. Le verbe être, il est associé à ça. Et le verbe être, son essence, c'est Dieu. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Je suis. Tu vas me retrouver dans la phrase je suis. Le je, c'est pas mon nom, mon identité, le pays d'où je viens. Je suis, c'est Dieu. Quand je dis je suis, je, je manifeste, je crée dans la matière. Il n'y a pas d'autre je. Et si toi tu dis je et tu penses à une autre entité, c'est l'ancien toi. C'est la matière, c'est l'ego. L'ego, il est là. Il est dans croire que tu es vraiment un humain avec cette carte d'identité, avec ce nom, avec cet âge, avec cette famille, ces étiquettes. Ça, c'est faux. C'est une illusion. Il n'y a de je que le divin en toi. C'est ton essence. Donc quand tu dis je suis, il faut faire très attention parce que tout ce qui suit la phrase je suis, c'est ce que tu vas être, c'est ce que tu vas expérimenter, vu que c'est ce que tu décides et ce que tu choisis de créer. Magnifique. Je trouve que c'est une magnifique conclusion pour terminer cet épisode. C'est pas mal, hein? Si vous C'est pas êtes mal, hein? arrivé jusque-là, rappelez-vous, attention à ce que vous mettez aujourd'hui derrière. Je suis. Sensei Slim, merci. Merci à toi, Merci merci à beaucoup. tous. Je partagerai du coup le lien de l'application, de tes réseaux sociaux aussi, pour que les gens puissent suivre et aller plus loin aussi dans cette découverte. Je vous encourage vraiment à aller plus loin dans cette découverte, vraiment. Avec plaisir, merci à toi, c'était un super moment et ça va être fun de Top, voir les merci retours. à tous, merci Slim, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! Ciao!